J'ai fait un salon. Hop, voilà, j'ai fait un salon lecture, et je peux mettre, de la musique. Alors attendez, il faut que j'aille la chercher. Hem, je pense que je vais mettre celle-là. Ah non, celle-là, elle est trop courte, elle fait que 2 minutes. Enfin, Lydie, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Non, j'en ai une plus longue que ça. Celle-là, elle fait 3 heures. C'est bon, celle-là. Là, attendez, hein, parce qu'il faut que je diminue le son, parce que sinon vous m'entendrez plus. Ah oui, s'ils auraient mis la muselière, mais clairement, de toute façon, même sans la muselière, ils ont pas à se trouver sans le remettre, sur la route, en fait, hein. Il faut que vous me dites si, la musique, c'est bon. Le son, si c'est pas trop fort, si vous m'entendez encore derrière. Et regardez, j'ai prévu, j'ai les bonbons au miel. Pour toi, c'est bon? OK. Tu parles de la vidéo sur TikTok? Heu, non, ma Lulu, je parlais de la musique ici. Ainsi, vous avez le paysage de la vidéo, la musique et vous aurez les histoires. Donc, c'est mon chéri qui m'a donné l'idée, donc j'ai créé le salon, donc ainsi, moi, vous m'avez quand même en cam. Non, à propos du chien. Ah non, je parle de la maman de Jojo qui s'était fait attaquer, par, des chiens et ainsi, bah, vous pouvez voir, les paysages qui vont avec la musique. Donc, bah, voilà. Voilà. Alors, on va devoir allumer par contre la grande lampe parce que vous le savez, je suis Miro complètement et on va faire la dernière petite histoire, du petit livre et après on entamera, l'autre. Vous verrez que les histoires sont plus longues, il y a quand même plus de pages. Après, il y a une préface, mais ça bon, la préface, voilà et on commencera la première histoire et il y a quand même plus de oui, mais c'est ça Marie et comme en fait, au niveau du gaming, j'ai fait pas mal de jeux et tout et puis j'ai eu l'idée de faire ça. Je l'avais vu chez Cilia et je trouvais que c'était cool et je me suis dit: «Bah, peut-être que je pourrais l'appliquer à ma façon», tout simplement. Trouver des histoires avec, un peu creepy. Après, c'est vrai que j'avais trouvé un autre livre, mais malheureusement, le premier est en rupture de stock et il y a 4 volumes, enfin, il y en a 3 pour le moment, le quatrième sortira l'année prochaine, mais comment? Le premier, elle devait le réapprovisionner, donc du coup, j'allais pas prendre le deuxième sans avoir le premier. Donc du coup, je me suis, penchée sur un autre livre, qui est, plus crépi qu'une histoire, oui, voilà, c'est ça ma Lulu et puis même si vous voulez faire quelque chose d'autre en même temps, en fait, vous mettez un casque, une oreillette ou quoi, vous entendez la musique, vous m'entendez, mais vous pouvez aussi faire
faire autre chose. Par exemple, votre vaisselle, je sais pas moi, faire le souper ou oui, c'est ce que je fais. Bah, tu vois? Bon allez, on va prendre la dernière histoire. Au cours du temps, l'être humain a dû faire face à de nombreux problèmes et questionnements. Curieux et désireux de répondre à certains de ces mystères, je passais toute ma vie à les étudier. Pendant des heures, je m'efforçais à lire les vieux grimoires et manuscrits que je trouvais à la bibliothèque ou chez mes grands-parents pour en comprendre les significations. Mon esprit assoiffé de savoir m'a conduit sur des chemins obscurs où la frontière entre la science et l'occulte se brouillait. Au fil de mes études en génétique, j'ai commencé à explorer des théories controversées et à remettre en question les dogmes établis. J'ai découvert des textes interdits, des écrits oubliés depuis des siècles qui prétendaient devenir les clés de la création elle-même. Bon appétit, ma Lulu. C'est ainsi que j'ai été initiée à la notion de manipulation génétique avancée, de la modification de l'ADN au-delà de ce que la science conventionnelle pouvait imaginer. Ces connaissances m'ont plongée dans une frénésie de recherche, une quête effrénée pour percer les secrets ultimes de la vie et de la mort. Après avoir été écartée par la communauté scientifique pour mes recherches controversées, j'ai trouvé refuge dans un lieu isolé, loin des regards indiscrets. C'est là que j'ai érigé mon laboratoire, un sanctuaire dédié à l'exploration des frontières interdites de la science. Le bâtiment était imposant, une construction austère en pierre sombre qui se dressait fièrement au milieu des vallées oubliées. Les murs étaient ornés de symboles ésotériques et de dessins mystiques, révélant la nature sinistre des recherches menées à l'intérieur. Coucou Mimi! Le laboratoire était un labyrinthe de pièces sombres et de couloirs tortueux. Des machines sophistiquées trônaient sur des tables en bois, bourdonnant d'une énergie étrange. Des étagères étaient remplies de fioles contenant des substances inconnues, émettant une lueur faible mais menaçante. Nous étions enveloppés d'une atmosphère électrique créée par des générateurs d'énergie puissants qui alimentaient les expériences les plus audacieuses. Dans mon isolement, j'ai rassemblé une équipe de scientifiques passionnés, des esprits brillants qui partageaient ma soif insaisissable de connaissances. Ensemble, nous avons franchi les frontières inexplorées de la génétique, cherchant à créer l'être parfait qui surpasserait les limites de l'humanité. Comme quoi toutes les histoires, elles sont résonnantes, hein, Ryan. David, tu comprends ce que nous faisons ici? C'est extrêmement risqué, déclara le docteur Johnson, un généticien renommé. Je le sais, mais je suis convaincu que nous sommes sur le point de faire une découverte qui révolutionnera le monde de la science. Nous devons oser repousser les limites et explorer les possibilités infinies de la reconstruction génétique. Je lui avais répondu, bien évidemment, avec conviction. Nous avons passé des mois à perfectionner notre plan, à analyser les données et à concevoir les manipulations nécessaires. Les discussions animées résonnaient dans les couloirs sombres du laboratoire. « Es-tu sûr de vouloir continuer avec ce projet ?» me demanda le docteur Park, expert en biologie moléculaire.
Les conséquences pourraient être catastrophiques. Je me suis retourné vers elle, déterminé, mais conscient des risques. Nous devons rester vigilants et éthiques dans notre approche, Park. Je suis prêt à assumer les responsabilités de nos actions. Le jour tant attendu arriva. L'équipe était tendue d'anticipation alors que nous nous tenions devant la cuve centrale, là où l'embryon refermait des dizaines de croisements génétiques qui flottaient. Nous ne savons pas quelles conséquences cela aura, dit le docteur Johnson, une pointe d'inquiétude dans sa voix. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires, nous sommes prêts à franchir cette étape. Le moment était venu, j'ai tourné lentement la clé de l'interrupteur principal et une énergie déchaînée a commencé à circuler dans le laboratoire. Les machines se sont mises à bourdonner, les néons au-dessus de nos têtes ont commencé à crépiter et nos solvants et substances chimiques se sont mis à fumer dans les fioles. Je sais, Ryan. Soudain, un silence glacial s'est abattu sur nous. L'électricité statique dans l'air semblait se figer, prélude à quelque chose d'inimaginable. Puis du centre de la pièce, une silhouette a commencé à se matérialiser. La créature est apparue lentement, émergeant des ombres, les yeux rougeoyants qui perçaient l'obscurité. Son corps était massif et puissant. Les muscles se contractant sous une peau aux effets démoniaques et des griffes acérées étincelaient à la lumière, prêtes à déchirer tout ce qui s'opposait à elle. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait » murmura le docteur Park, bouleversé par la vision devant nous. Alors que nous admirions notre création, nous avons rapidement compris que nous avions franchi une frontière dangereuse. La créature dégageait une aura sombre et malveillante, une présence qui nous emplissait d'effroi. La créature ne connaissait pas d'autorité, pas même la mienne. Elle était libre, indépendante et rapidement, elle a commencé à semer la destruction dans le laboratoire. Les étagères se sont renversées, les instruments se sont brisés et les cris de terreur ont rempli l'air. Nous avons compris que nous venions de créer une force que nous ne pouvions pas contrôler. La créature était devenue le symbole de notre propre arrogance et de notre quête insensée de pouvoir. Mort de rire, Marie. Nous devons l'arrêter. Nous ne pouvons pas la laisser causer plus de dégâts, cria le docteur Johnson, désespéré. Les survivants de l'équipe se sont regroupés et ont commencé à élaborer un plan pour l'arrêter. Les cœurs battaient à tout rompre alors que nous nous préparions au combat pour notre survie. Le laboratoire était devenu un vrai champ de bataille, les éclairs électriques crépitaient dans l'air, éclairant les visages déterminés des scientifiques qui se préparaient à affronter cette créature. Les machines tournaient à plein régime, les murs tremblaient sous la violence des assauts. Nous devons agir vite, nous devons trouver un moyen de la neutraliser avant qu'elle ne s'échappe dans la nature, dit le docteur Park, le regard rempli de détermination. Merci Marie. Utilisons les générateurs d'énergie pour créer une impulsion électromagnétique. On pourra la désorienter temporairement et nous donner une opportunité de la maîtriser. Nous avons mis en place notre plan, nous coordonnant avec précision, alors que la créature s'approchait grondant de rage. Nous avons alors activé les générateurs, libérant une puissance des charges électriques qui enveloppa la salle. La créature hurla, ses mouvements devenant désordonnés, profondément concentrés,
Nous avons enfin réussi à la maîtriser, à la contenir. Mais nous savions que notre victoire était temporaire. La créature était puissante, résistante. Elle ne resterait pas captive pendant longtemps. Alors que nous contemplions notre prison improvisée, la créature émanait une aura de colère et de haine. Son regard perçant se posait sur moi, comme si elle cherchait une faille dans notre défense. Puis, alors que tout semblait perdu, une idée jaillit de mon esprit. Je me suis précipitée vers une armoire à l'autre bout du laboratoire, ouvrant les tiroirs et cherchant le remède à notre création maudite. J'en sortis une seringue contenant un sérum que j'avais élaboré dans le plus grand des secrets. Oui, c'est notre seule chance de la vaincre. Nous devons essayer de lui injecter, hurlai-je. Le reste de l'équipe se rallia à moi, luttant contre la créature. Nous avons réussi à la repousser suffisamment pour qu'un membre de l'équipe puisse l'immobiliser temporairement en lui crevant un œil. En approchant, la seringue dans la main, prête à prendre le risque, la créature dégagea brusquement une puissante onde d'énergie, envoyant voler tout ce qui se trouvait à proximité d'elle. Elle bondit hors de notre portée et s'échappa en traversant le mur. Nous étions laissés en proie à la confusion et à l'épuisement, contemplant la brèche laissée par la créature qui avait trouvé la liberté dans la forêt environnante. Une pluie battante commença à tomber, lavant les restes de notre laboratoire en ruine. Elle s'est échappée, soupira Park. Oui, nous avons échoué, répondais-je, la seringue encore dans les mains. Voilà. Je reviens, je vais coucher ma belette, sinon je vais m'endormir avant elle. C'est vrai, Lily a une voix apaisante. Alors oui, Ryan, je sais ce que tu penses. Je suis dans ta tête, je vois tout et j'entends tout. J'avoue que tout le long de ce livre, pour ceux qui ont qui étaient là la semaine passée et qui étaient là aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, toutes les histoires ont à la limite une conclusion qui nous ramène toujours à la réalité. Et franchement, oui, ça fait flipper, surtout que l'on sait que l'être humain est capable, dans sa folie furieuse et dans sa soif d'aller toujours de plus en plus loin pour créer, d'en arriver à des extrêmes de la sorte. On ne sait même pas si c'est jamais arrivé au final. On ne sait même pas si ces histoires ne sont pas des histoires vraies posées sur papier. C'est plein de détails qui se regroupent au point de départ. C'est ça. Coucou Stella, comment vas-tu? Donc, toutes ces petites histoires, que ce soit l'histoire de l'urbex, que ce soit... Il n'y a que la première histoire qui est un peu tirée par les cheveux, mais qui est possible. Sinon, toutes les histoires qu'on a lues la semaine passée sont très très proches de la réalité. Il y avait celle du Covid avec la jeune demoiselle qui garde des enfants. Et mon chat qui tousse. Puis on avait celle avec l'urbex. Il y en avait deux avec un urbex, je pense. Elles sont toutes... Oui, c'est ça.
c'est ça. Alors, on ne sait pas du coup, Ryan, mais oui, ça peut être, tiré de faits réels, en effet. C'est totalement, possible et imaginable, bien évidemment. Bon, j'ai mes bonbons au miel, c'est magnifique. En plus, ils ont une forme de guêpe. Alors, l'autre, je ne sais pas non plus, parce que je ne l'ai pas lu non plus, hein. Le titre, c'est Fairyland. Alors, il y a une préface qui nous explique. Je l'ai vu d'ailleurs le film Lucie. Ah ben, putain, percutant, hein. Moi, je l'ai retrouvé sur Netflix. Donc, je l'ai remis dans ma liste parce que je l'avais vu il y a très longtemps. Et il n'y a pas que celui-là, il y a un très vieux film qui s'appelle Soleil vert. Bah oui, sur l'appli TF1, mais moi je peux pas aller sur l'appli TF1. Même en étant à la frontière, j'ai pas le droit, donc voilà. Mais je te dis, il y a le film Soleil vert qui date de 1973. Puis vous avez le Huitième élément, tous ces films-là. Puis vous avez Le jour d'après aussi. Il y en a plein, hein. Il y en a plein de ce style. Alors, non, mais il y a trop de films avec des messages, voilà quoi. Ouais. Bon, attendez, je vais séparer la première histoire de la deuxième parce que elles sont plus grandes. Voilà, mon petit papier, il est où? Il est là. Hop, voilà. Alors, la première histoire s'appelle Avertissement. Il faudrait que je trouve un système. Attendez, je vais pousser mon clavier. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Je suis bête. C'est pas ça. Le premier titre de la première histoire, c'est Celui qui te retrouvera. T'as vu Stella, j'ai fait un changement. J'ai fait un changement, j'ai créé un salon. Alors dans le salon, j'ai mis la musique qu'on avait écoutée la semaine passée avec en fond la vidéo qui va avec la musique, c'est-à-dire les arbres, les forêts, les montagnes, etc. Et alors je me suis fait en petit et ainsi j'ai quand même la cam et puis il y a le chat au-dessus. Et comme ça, vous pouvez visualiser, voir les images, écouter la musique et écouter l'histoire. Et comme je disais à Marie tout à l'heure, vous pouvez faire autre chose en même temps si vous avez des autres choses à faire. Vous n'êtes pas obligé de rester sur l'image, quand vous pouvez faire la vaisselle, faire à manger, faire n'importe quoi. Ah il y a Miao Mix, elle m'a follow, je vois.
Avec les images, ça concentre la lecture, je trouve. Oui, bah voilà, c'est ça. Et en fait, de me voir en tout grand, ça servait pas à grand-chose. Et en fait, c'est monsieur, il a toujours des bonnes idées, hein. Donc voilà. Et comme ça dure 3 heures, et des poussières, bah, c'est très bien comme ça. Alors, la première histoire. La chaleur étouffante de l'été faisait ressortir l'insouciance chez les adolescents du quartier, en particulier chez Max et Léa. Le destin avait voulu que ce week-end, leurs parents respectifs s'évadent, laissant derrière eux les ados jugés suffisamment responsables pour garder la maison. Depuis toujours, Max et Léa étaient inséparables, se frayant un chemin comme deux ombres complices à travers les rues de la ville. Au gré du temps, ils avaient orchestré ensemble les farces les plus inventives. Ce soir-là, assis sur le porche de la maison de Max, une sensation mêlée d'ennui et d'excitation les enveloppait. « Tu sais quoi ? J'ai une idée, dit Max. » Un sourire malicieux illuminait son visage. Léa, levant un sourcil intrigué, « Qu'est-ce que tu as encore en tête ?» Il prendit son téléphone. « Et si on faisait quelques canulars téléphoniques ?» Léa éclata de rire. « C'est tellement vieux jeu, mais pourquoi pas ?» Les deux adolescents commencèrent alors à choisir des numéros au hasard. Les premiers appels furent hilarants. Un homme leur demanda s'ils voulaient commander une pizza, une vieille dame les menaça d'appeler la police et un autre simplement raccrocha. « Coucou Caro !» Mais lors du 10e appel, tout changea. Un long silence précéda une voix glaciale si différente des précédentes qui fit frissonner Léa. « Qui est-ce » demanda cette voix d'une manière qui donnait l'impression qu'elle ne posait jamais de questions sans avoir déjà la réponse. De ça le gamin, c'est ça. Pris au dépourvu, Max voulait détendre l'atmosphère et répond sur un ton moqueur « Le futur te parle ». Un silence, puis la voix revint, froide et menaçante. « Et je n'aime pas qu'on joue avec moi. » Les deux amis se regardèrent. Le sourire ayant disparu de leur visage, ils venaient de réaliser que leur petit jeu avait peut-être des conséquences qu'ils n'avaient pas envisagées. Max, avec son ego d'adolescent, avait toujours été celui qui avait le dessus dans toutes les situations. À cet instant, il se sentait invincible même face à cette voix inconnue. Il ricana, imaginant l'interlocuteur comme une de ces personnes isolées qui n'avaient rien de mieux à faire que de répondre à des appels inconnus. « Alors, tu veux savoir ton futur ?» se moqua Max. Mais il ne s'attendait pas à la réponse qui suivit. « Je sais qui tu es, Max, et je sais aussi que tu es avec Léa. » Le sang de Max se glaça. Léa le regarda, les yeux écarquillés. « Comment il sait ça ?» chuchota-t-elle. Max, essayant de ne montrer à quel point il était perturbé, reprit le téléphone. « Écoute, qui que tu sois, ça suffit, ok ? C'est juste une plaisanterie. » Il y eut un silence, puis la voix inquiétante se fit de nouveau entendre, articulant chaque mot avec détermination. « Je n'aime pas les plaisanteries, surtout celles qui jouent avec ma patience. »« Vous êtes qui, bon sang ?» demanda Max. La réponse fut simple et terrifiante. « Celui qui te retrouvera. »
Les deux adolescents se regardèrent, réalisant que leur jeu innocent avait pris une tournure dangereusement réelle. Le téléphone tomba des mains de Max, la voix mystérieuse résonnant encore dans ses oreilles. Les yeux de Max et Léa se croisèrent, la terreur y étincelant clairement. Cherchant à détourner leur esprit de cette lourdeur oppressante, Max, d'une voix tremblante, suggéra à Léa de prendre une glace. Un bref sentiment de soulagement les envahit avant que le téléphone de Max ne vienne interrompre le silence. Hésitant, Max répondit et une voix caverneuse s'éleva, faisant écho dans la pièce. « Max, je sais où tu es. » Terrifié, il raccrocha précipitamment. Les sourires jadis présents sur leur visage avaient disparu, laissant place à une peur palpable. Comme dit Caro, ce sont des bandes de sales gamins. Cet abruti n'a pas masqué son numéro. On va vite le retrouver. En tremblant légèrement, Max saisit son téléphone et essaya de tracer l'appel. Il avait téléchargé une application pour ce genre de choses. Ça ne marche pas, murmure-t-il frustré. C'est comme si le numéro n'existait pas. Léa le rejoignit, essayant également d'appeler le numéro. Tout ce qu'elle entendit fut un bourdonnement d'une ligne morte. « Ce n'est pas possible, dit-elle. La panique commence à monter. » La nuit était maintenant bien avancée et les deux adolescents étaient retranchés dans la chambre de Max, cherchant désespérément une solution. C'est alors que le téléphone de Léa vibra. Elle le prit rapidement, pensant que c'était l'un de ses amis, mais l'écran affichait un message d'un numéro inconnu. Elle ouvrit le message et son visage perdit toutes les couleurs. Elle montra son téléphone à Max, les larmes aux yeux. Sur l'écran, il y avait une photo d'elle prise de l'extérieur de la maison. Elle était assise au bureau de Max, les lumières allumées, les rideaux légèrement ouverts, révélant son visage inquiet. La photo était de bonne qualité, comme si elle avait été prise avec un appareil photo professionnel. Sous la photo, il y avait un simple message. « Maintenant, c'est à mon tour de jouer. » C'est ça, il la ramène plus là. Max prit Léa par les épaules, essayant de la réconforter. « On doit prévenir la police, dit-il. » C'est ça. Mais Léa secoua la tête. Et dire quoi? Que nous avons fait un canular à quelqu'un qui nous rend l'appareil? Ils ne nous croiront pas. Tandis que les minutes s'écoulaient, la réalité de leur situation les frappa de plein fouet. Ils étaient maintenant la proie de quelqu'un, un inconnu qui les surveillait de près, et ils n'avaient aucune idée de comment échapper à ce jeu dangereux. Paniqués, ils verrouillèrent toutes les portes et fermèrent les rideaux. Léa sursauta à chaque bruit. Le vent faisait frémir les fenêtres, les branches d'arbres grattant contre les murs, et Max tenta bien évidemment de la rassurer, mais lui-même ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses yeux. Leur premier réflexe fut de couper leur téléphone pour mettre fin à cette traque numérique, mais quelques minutes seulement après l'étinction de son téléphone, la sonnerie du téléphone fixe de Max vint rompre le silence pesant de la pièce. Ils se regardèrent hésitants. Finalement, Max décrocha, se préparant au pire. « Vous pensez pouvoir échapper à notre petit jeu ?» susurra la voix.
dont la tonalité connue résonnait étrangement dans l'air. « Ce n'est que le début, Max. » Elle continua d'un ton sinistre. « Vous n'avez pas le choix. Jouez ou bien... » Allô, quel est ton film d'horreur préféré? C'est Scream, ce film. La voix au téléphone, déformée par une sorte de modificateur vocal, donnait l'impression que plusieurs personnes parlaient en même temps. La sensation de froid et d'humidité que la voix dégageait enveloppa Max comme une toile d'araignée, chaque mot laissant une trace glaciale sur sa peau. « Qu'est-ce que vous voulez » murmura-t-il. « Jouer » rétorqua la voix. Ça va couper. « Tout comme vous vouliez jouer. » Léa s'était rapprochée de Max et écoutait l'échange, avec une angoisse grandissante. Elle glissa sa main dans celle de Max, cherchant du réconfort. « Quel est le jeu » demanda Max, bien que quelque chose en lui craignait déjà de connaître la réponse. La voix rit doucement. Une lueur de sadisme transparaissait. « C'est simple. Trouvez-moi avant que je ne vous trouve. Et si vous échouez, vous perdez bien plus que le jeu. » Max avala difficilement. « Et si nous ne voulons pas jouer ?» La réponse fut directe. « Oh, vous jouez déjà, que vous le vouliez ou non. Et chaque fois que vous essayerez de fuir ou d'ignorer le jeu, la conséquence sera, disons, grave. » Il y eut un bref silence avant que le son d'une porte qui grince lentement ne retentisse au bout du fil. Un frisson parcourut l'échine de Max et Léa. « Vous feriez mieux de vérifier toutes vos portes et fenêtres, » murmura la voix, avant que la ligne ne se coupe brusquement. Les deux adolescents échangèrent un regard terrifié et Max courut à la porte d'entrée vérifier le verrou. Ensuite, il inspecta toutes les fenêtres du rez-de-chaussée pour s'assurer qu'elles étaient bien fermées. Il avait une idée. Max fouilla dans le tiroir du bureau de son père et en sortit de vieux talkie-walkie avec lesquels il jouait lorsqu'ils étaient enfants. Non, c'est ça. Attendez, il faut que je retourne en page. Alors, on devrait se séparer. Tu prendras l'étage et je reste au rez-de-chaussée. Si l'un de nous voit quelque chose, on se contacte via les talkies. Les téléphones ne sont plus sûrs. Non, pas du tout. Léa hocha la tête. La situation exigeait qu'il pense rapidement et de manière stratégique. D'accord, mais sois prudent. Chacun se dirigea vers sa zone assignée. L'atmosphère dans la maison était lourde. Chaque ombre ou chaque bruit amplifié par leur peur grandissante. Alors que Max inspectait la cuisine, son talkie grésilla soudainement à la ceinture. « Max, j'ai cru entendre quelque chose près de l'escalier, » murmura la voix de Léa. Max répondit sur-le-champ. « Ok, je vais vérifier. Trouve-toi un endroit où te cacher et ne bouge surtout. » Après avoir entendu cela, Léa se précipita vers la trappe du grenier et s'y réfugia.
Quelle idée, toujours d'aller vers l'étage. Franchement, non seulement on ne se sépare pas, mais en plus, on ne va pas tout en haut. Quand on est tout en haut, on ne sait plus sortir. Tandis que Max se dirigeait vers l'escalier, toutes les lumières s'éteignirent brusquement, immergeant la maison dans une noirceur absolue. Max recula et se blottit discrètement derrière l'îlot central de la cuisine et tenta de garder son calme malgré l'obscurité opprimante. Fais rédiger un manuel explicatif, Lily. Les pauvres, ils sont morts de peur, c'est ça. C'est eux, ils ont voulu jouer, hein. Un rire lugubre résonna depuis le salon. L'atmosphère devint lourde et pesante. Max percevait chaque pas de l'intrus qui avançait lentement, délectant chaque seconde de cette chasse nocturne. Les battements du cœur de Max semblaient résonner aussi fort que les pas de l'étranger. Une voix déformée et rayeuse s'éleva dans l'obscurité. « Te cacher ne servira à rien, Max. Le jeu commence vraiment maintenant. » La peur de Max redoubla, mais il s'efforça de ne pas céder à la panique. Il sentit une boule se former dans sa gorge, rendant sa respiration sifflante et irrégulière. Il se souvint alors de la lampe torche dans le tiroir près du frigo. C'est ça. Coucou Bastien. Non, plus maintenant, je ne cours plus. Ses mains cherchèrent fébrilement l'objet, et lorsqu'il appuya sur le bouton, un halo lumineux inonda la pièce. L'éclat révéla une silhouette terrifiante à quelques pas de lui. Elle était grande, enveloppée d'une cape noire qui semblait absorber la lumière. La capuche dissimulait la majeure partie de son visage, mais ce qui en était visible était terrifiant. Un sourire tordu, presque inhumain, s'étirait d'une oreille à l'autre, révélant une rangée de dents pointues et sauvages, semblables à celles d'une bête. Ses dents semblaient briller d'un éclat malsain, contrastant avec l'obscurité de la capuche. Par réflexe, il empoigna une casserole et assénant un coup sur l'intrus qui s'écroula. Puis, sans réfléchir, Max se précipita vers l'escalier, la torche à la main. Voyant du coin de l'œil, l'ombre commençait à se relever. Bon, attendez. Sa peur initiale céda la place à une détermination ardente. Il fallait retrouver Léa coûte que coûte et s'assurer qu'ils s'échappent tous les deux de cet enfer. Du haut de l'étage, Max perçut des bruits venant de la cuisine, mêlés aux gémissements de la créature et suivis du fracas de vaisselle qui se brise. Peu après, il perçut le martèlement hâtif de pas dans l'escalier. La silhouette le poursuivait. Ah, c'est bizarre, j'ai eu un carré tout noir à mon écran. Un grésillement fit sursauter Max. C'était le talkie. « Max, c'est moi, je suis dans le grenier », murmura la voix tremblante de Léa. Max se précipita vers la trappe menant au grenier. Elle était entr'ouverte comme une bouche attendant de dévorer sa proie. L'échelle grinça sous son poids alors qu'il montait. Chaque marche augmentait son appréhension. Le grenier était plongé dans l'obscurité quasi totale. La lumière de la torche
révélant des zones de la pièce à la fois familières et étranges. Max appela doucement: «Léa, où es-tu?» Un faible murmure vint de l'arrière du grenier, derrière une pile de vieilles malles. Max s'y dirigea avec prudence. Lorsqu'il atteignit les malles, il découvrit Léa blottie contre une vieille armoire, les yeux écarquillés par la terreur. «Max», murmura Léa, ses yeux pointant vers une ouverture regardant la fenêtre. Les deux adolescents échangèrent un regard. Sans un mot, ils comprirent que c'était leur seule voie de sortie. Non, j'ai eu un carré noir comme ça à l'écran, c'était bizarre. Alors, attendez, parce que j'ai encore perdu ma page. Alors que Max s'approchait prudemment de la fenêtre, un ricanement se fit entendre derrière eux. La silhouette émergea de l'obscurité, le sourire sinistre toujours aussi visible. Dans un élan d'urgence, Max, entraînant Léa avec lui, ouvra en un mouvement la fenêtre et se retrouvèrent alors à l'air libre sur le toit de la maison avec une vue vertigineuse sur le sol en contrebas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne monte jamais dans un grenier pour s'enfuir, enfin. Les tuiles étaient glissantes et le vent soufflait fort. Mais le duo n'avait pas le choix. Il devait avancer et se tenir à l'écart de la silhouette qui s'approchait. Alors qu'il cherchait un moyen de descendre en toute sécurité, Max repéra une gouttière robuste qui semblait suffisamment solide pour supporter leur poids. Il prit Léa par la main pour l'aider et ensemble, ils commencèrent leur descente périlleuse. Ils espéraient que la silhouette hésiterait à les suivre sur un passage aussi dangereux. Mais alors qu'ils s'approchaient du sol, un cri déchirant de colère résonna d'en haut, brisant le calme de la nuit du quartier. La silhouette semblait être consumée par la rage. Une fois les pieds au sol, les deux amis ne perdirent pas une seconde. Max attrapa la main de Léa et ils courirent aussi vite qu'ils purent à travers le jardin, s'éloignant de la maison. Les ombres mouvantes des arbres et les éclairages clairsemés créaient un tableau sinistre, amplifiant bien évidemment leur terreur. Des bruits de pas rapides résonnèrent derrière eux. La silhouette les poursuivait. « Séparons-nous, suggéra Léa. Il ne pourra pas nous suivre tous les deux. Mais Max serrait sa main plus fort. Non, nous restons ensemble. Ils continuèrent leur course, franchirent le portail et débouchèrent dans une ruelle adjacente. Le voile semblait clair pour le moment, alors ils en profitèrent pour ralentir légèrement et reprendre leur souffle. Mais la silhouette apparut à l'entrée de la ruelle, leur coupant le passage. « Vers la droite » cria Max, tirant Léa dans la direction opposée. Ils slalomèrent à travers les rues, essayant désespérément de semer leurs poursuivants. Le souffle court, Max et Léa foncèrent dans la rue, les échos de leurs pas s'amplifiant sous la menace qui pesait derrière eux. À chaque intersection, la silhouette de leur assaillant gagnait du terrain, son ombre grandissante venant rappeler incessamment leur vulnérabilité. Affrontez-le. C'est ça, exactement, Caro. Ils font tout à l'envers. Vers Madame Thompson, halta Léa, en montrant une demeure victorienne un peu plus loin. Ils avaient toujours su trouver un refuge chez leur vieille voisine, connue dans le quartier pour son amour envers les chats
et ses histoires sans fin. Ah ben c'est moi ça. Je suis Mrs. Thompson. Sans hésiter, ils gravirent les marches menaçantes à sa porte et tambourinèrent frénétiquement. Mrs. Thompson, c'est nous, ouvrez vite, supplia Max. Mais la seule réponse fut le sifflement du vent, accompagné de martèlements sourds des pas de celui qui les traquait. La vérité glaça les deux jeunes. Les rues habituellement animées étaient désormais étrangement silencieuses. Toutes les maisons, chaque recoin, paraissaient avoir été enveloppées par une noirceur inquiétante. Ils n'avaient d'autre choix que la fuite dans l'espoir d'échapper à cette entité implacable, tandis qu'ils déployaient toutes leurs forces pour distancer celui qui les poursuivait. Le bruit persistant de ses pas, audible à chaque halte, témoignait inlassablement de sa présence constante à leur trousse. Oui, ça change, hein, Bastien. Après ce qui sembla des heures, ils se cachèrent dans le garage d'une maison abandonnée, espérant que la silhouette passerait sans les remarquer. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, blottis dans l'obscurité, ils entendirent un bruit sourd à l'extérieur, suivi du grincement familier. La silhouette était là, à les chercher, les traquant comme une proie. Max prit une profonde inspiration. « Quoi qu'il arrive, nous nous en sortirons, » murmura-t-il, serrant Léa contre lui. Et dans cet instant de calme avant la tempête, les deux adolescents se préparèrent à affronter les dangers qui les guettaient. Le garage était complètement silencieux, à l'exception de leur respiration. L'obscurité était palpable, offrant à la fois un abri et une angoisse croissante. Tout ce qu'il y avait pour les guider était le faisceau étroit de la torche de Max qui peignait des ombres mouvantes sur les murs. Léa fouilla dans son sac et en sortit le talkie-walkie. « Peut-être que nous devrions appeler à l'aide, » chuchota-t-elle. Mais avant qu'elle puisse l'allumer, Max posa sa main sur la sienne. « Nous ne savons pas s'il peut entendre. Nous devrions attendre. » Des bruits de pas s'approchèrent du garage, chaque pas résonnant comme le battement lourd de leur cœur terrifié. La porte commença à trembler légèrement. Quelque chose ou quelqu'un était en train de l'examiner, cherchant un moyen d'y entrer. Léa pointa du doigt une fenêtre étroite en haut du mur opposé. C'était une ouverture possible, mais elle semblait petite pour que quelqu'un puisse y passer. Max, cependant, semblait avoir une idée. Il fouilla rapidement dans le garage et trouva une vieille échelle. Il la positionna sous la fenêtre et murmura à Léa de monter. Alors qu'elle commença à grimper, la porte du garage céda soudainement et la silhouette fit irruption. Max pressa Léa pour qu'elle monte plus vite et la suivit de près. Léa réussit à se hisser à travers la fenêtre étroite, aidée par Max qui la poussait de l'intérieur. Une fois dehors, elle tendit la main pour aider Max à sortir. Ils tombèrent tous les deux sur l'herbe froide. Ils pouvaient même entendre les bruits de lutte de la silhouette, essayant de passer à travers la même fenêtre étroite. Léa et Max se levèrent péniblement. Leurs muscles étaient douloureux. Après la course effrénée et la montée précipitée, c'était fatigant. La lueur douce de l'aube commençait à illuminer le ciel, chassant lentement l'obscurité qui les enveloppait jusque-là. Ils se regardèrent un instant, leurs yeux traduisant une compréhension muette de la menace qui les poursuivait.
Le ronflement de la silhouette se fit soudainement entendre. Ils se retournèrent lentement pour voir la créature s'agiter à la fenêtre, ses bras décharnés tentant de trouver une prise. Mais la lumière croissante du jour semblait l'affaiblir. Ses mouvements se firent plus lents, plus erratiques, comme si l'énergie qui l'animait se dissipait. Puis à mesure que les premiers rayons du soleil éclairèrent la scène, la silhouette commença à se désintégrer, ses contours s'estompant comme une vieille photographie exposée à la lumière. Un hurlement déchirant s'éleva, un cri de rage et de douleur qui glaça le sang des deux adolescents. Puis, elle disparut complètement, ne laissant aucune trace de sa présence. Léa et Max étaient sous le choc, se serrèrent l'un contre l'autre, puis commencèrent lentement à s'éloigner de ce lieu maudit, cherchant le réconfort de la lumière du jour naissant. Ils se dirigèrent vers la maison de Max, espérant trouver du répit de cette nuit terrifiante. Ils passèrent la journée à essayer de se détendre. Ils regardaient des films à la télévision, mangèrent du popcorn, parlèrent de sujets divers et variés, et le temps sembla s'étirer chaque heure, passant plus lentement que la précédente. Les événements de la nuit dernière leur semblaient presque irréels dans le confort rassurant de la maison des parents de Max. La tension qui avait été leur compagne constante commença doucement à s'estomper, remplacée par une fatigue profonde. Mais alors que la nuit tombait, Max, vérifiant son téléphone, trouva un message non lu. En découvrant les mots sinistres qui s'y affichaient, une onde de froid parcourut ses veines. Prêt à jouer encore ce soir? Tout avait commencé comme une simple blague, cherchant à faire peur à un inconnu. Ils avaient composé un numéro au hasard, mais sans le vouloir, ils avaient libéré un esprit maléfique enchaîné depuis des décennies par cette série de chiffres. Les canulars peuvent sembler inoffensifs, mais on ne sait jamais vraiment à qui ou à quoi on pourrait finir par s'adresser. Il est préférable de réfléchir à deux fois avant de jouer avec des forces que l'on ne comprend pas. Je pense que ce soit vampire, c'était là quelque chose de sombre, terrifiant, je pense. C'est possible. On ne donne pas de détails, plus, mais le fait que ça disparaisse, c'est plus lié à une histoire un peu fantomatique comme ça. Le fait qu'il n'arrive pas non plus à entrer en contact avec personne, qu'on ne répond pas aux portes des maisons, etc., ça laisse croire que la nuit, il passerait dans un genre d'autre dimension, et une fois que le jour arrive, eh bien, ça fait disparaître l'ombre. Après, ça peut être nourri par la peur. Je pense que j'ai vu ça tout à l'heure dans le chat. C'est clair que la peur, on le sait, peut provoquer certaines choses qu'on ne comprend pas non plus. Donc il y a plein de possibilités là-dessus, c'est vrai. Bon, attendez, je vais séparer la deuxième de la troisième. Voilà. Elles sont pas mal les histoires malgré tout. J'avais un peu peur parce que
J'étais vraiment cantonnée sur, le livre de Lisbeth et quand j'ai vu que je pouvais pas avoir le premier volume, j'étais un peu déçue. Donc j'ai cherché après un livre, avec des nouvelles parce que il fallait quelque chose, d'agréable à lire. Oui, donc plus fantomatique vu que c'est plus le soir. Oui, et après ça peut être lié à la peur, ça peut être créé par leur esprit à eux. On peut, laisser aller, notre, comment? Notre, attendez, je cherche le mot. Notre imagination et se dire: «Beh, ça peut être ça, ça peut être ça». On n'a aucune certitude là-dessus. L'imagination avec la peur, oui, c'est ça. Moi, je pense que ça doit être lié, mais à quoi? Là, tout est la question. On n'a pas, vraiment de détails. Après, c'est vrai que moi, je connais quelqu'un, et il paraît que c'est des histoires vraies, hein, mais j'ai connu quelqu'un qui, avait un jour son téléphone en voiture et cette personne-là sortait d'une enquête, paranormale et elle faisait le trajet du retour. Coucou Angel. Oh mais t'inquiète, il y a pas de souci. Ça a été ton voyage? J'ai vu tes belles photos, merci beaucoup. Hem, ouais, où ils se sont fumés un truc et ils ont des hallucinations. Oui, c'est possible et en fait, cette personne, elle était dans sa voiture et elle revenait et elle voit un appel, heu, d'un numéro qui n'était pas noté et du coup, elle n'a pas su répondre au téléphone pendant qu'elle conduisait et ce qui s'est passé, c'est que quand elle a vérifié son espace, appel, le numéro, n'était pas là. Donc en fait, elle a reçu un appel qui n'existait pas. Ah ben je me doute que vous étiez éclataxe. Si ça vous a fait du bien, eh bien, c'est le principal. D'ailleurs, maintenant, je peux te le dire de vive voix, même si nous ne sommes plus le 14 mars. Bon anniversaire, ma petite Angel. Oui, ben c'est ça. Fallait ramener la roche avec toi. Oh, excusez-moi, je chatouille mon nez. Oh, oh, excusez-moi, hein, mais ça fait 2 jours que je dors plus et pouf, ou dors presque pas et je suis claquée. Et le pire de tout, c'est que je dors pas. Bon, je vais éteindre un peu ça pendant que je fume ma cigarette parce que la lumière est agressive. Merci, mon âge change tous les ans. Je ne m'en rappelle jamais. Ah, Angel. Moi, pareil que toi, Lily, c'est chiant. Oui, mais clairement, j'ai discuté tantôt avec, Caro, Caro, elle dort pas très bien non plus, donc il doit y avoir quelque chose dans l'air. Je sais pas, Ryan, je ne sais pas, Angel, elle doit bien dormir parce qu'avec tout ce qu'elle a marché, la pauvre, mais il y a plein de gens qui dorment super mal. Attendez, je cherche après mon cendrier. Où est-ce que je l'ai? Ah bah oui, il est en dessous de mon livre. Je vais prendre l'autre. Oui, bah, ça peut faire, oui, en effet, mais bon, après moi hier, j'étais pas, trop tendue, enfin si, j'étais tendue parce que j'ai dû faire plein de trucs et que j'ai dû aller au véto avec Bibi et faire castrer mon Loki et tout ça, mais idem pour moi, je dors peu. Tu es tendue, Natacha? Quand je te dis que tu es tendue, tu es tendue. Mal au crâne, ma mère, donc je n'en
Attends, j'ai pas vu ton com. J'ai pas vu tout ton commentaire. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah non, c'est Ryan qui dit qu'il a mal sa tête. Je sais pas non plus. Bah écoute, je suis fatiguée, mais je dors mal et j'ai tout le haut du dos qui est bloqué en plus de ma double sciatique. Ah bah super. Ouais, Dickeneck. Oui, ben moi aussi. Hier, je me suis endormie. Je pense qu'il était 4h30 du matin. On a regardé, on a été au lit. Je crevais de mal au ventre. J'étais super pas bien. Et non, t'es pas stressée, Angel. C'est des idées. Et en fait, je me suis endormie parce que j'étais fatiguée. Mais à 6h et quelques, j'étais déjà réveillée la première fois. Donc moi, vers 8h du matin. Mais moi, je me suis réveillée à même pas 9h après la deuxième fois et je n'ai plus su me rendormir. Bah non, je pense pas. Je pense pas, Stella, et je n'ai même pas fait, je fais même plus de voyage astral depuis, justement. Donc c'est peut-être lié, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut que je retourne faire des voyages astrales pour dormir comme il faut. Après, on vient d'avoir une inondation à la maison, je suis bloquée en haut. Depuis alors, je ne pensais pas avoir pris ça à cœur plus que ça. Bah, tu vois, comme quoi, hein. T'as eu beaucoup d'eau? Bon, j'arrive, je vous mets en pause, j'arrive, j'ai au petit coin. Ouais, pareil. Voilà. 2 centimètres que j'ai posé les pieds au sol. On a eu de la chance, ça aurait pu arriver quand on est parti. Ah ouais, clairement. Et t'as eu ça quand? Aujourd'hui ou? Ouais, mais il faut savoir la faire, la sieste, Stella. Moi, je sais pas dormir le jour. Enfin, une fois que je suis levée, c'est fini. Bah, j'espère que t'as pas eu de dégâts. C'est arrivé dimanche. Ah, d'accord. Et t'es revenu samedi, c'est ça?
Il y a eu des tempêtes par chez vous? Ah ouais, ça, l'humidité, c'est vraiment une crasse, hein, ça j'avoue. Ça j'avoue. On est parti lundi, on est revenu ah OK, donc c'est arrivé, après que tu sois avant que tu t'en ailles. Voilà, bah, Lulu est comme moi. Coucou choupi. Bon, ben, on va prendre, la dernière histoire pour aujourd'hui parce que comme elles sont plus longues, ça sera bien. Ça a été ta journée? Ah ouais, tu as quand même eu de la chance, c'est vrai. Vous seriez partis, la veille, ce serait plus que la catastrophe, hein. Même au niveau, électrique, hein. C'est toujours ça qu'il faut avoir peur. Bon allez, je rallume ma loupiote. Hop. Allez, on va se faire la deuxième. Ah, il y a mon Kiketbot qui te répond. Très compliqué au départ vraiment, mais après ça va mieux. Je suis poisson, mais quand même. Oui, c'est ça. D'ailleurs Angel, hier, il y a je sais plus, c'est Icock, elle a offert des abonnements sur la chaîne de Jojo pour son anniversaire et j'ai vu que tu avais eu un abonnement. Elle t'a offert un abonnement, tu verras quand tu iras dessus. Ouais, c'est ça Ryan. Le bot qui dit yo. C'est un bot à la page, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors la deuxième histoire s'appelle, Sally. Le prénom, hein. Ouais, c'est cool, hein. Alors, la pluie battante du jour de l'accident contrastait douloureusement avec le silence qui enveloppait la petite ville de Maplebrook ce lendemain matin. Sally, la jeune femme pétillante de 22 ans, connue et aimée de tous, n'était plus. Étudiante brillante en informatique, elle avait un avenir prometteur devant elle. Ses compétences lui avaient valu respect et admiration. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle jouerait un rôle si macabre dans les jours à venir. La veille, alors qu'elle conduisait seule dans sa voiture, un drame inattendu avait frappé. Les gyrophares des ambulances reflétant l'urgence et la détresse de la situation, et le cri déchirant de ses proches qui avaient remplacé les rires et les discussions qui auraient dû marquer cette journée. Les rues, qui auraient dû être animées par la vie, étaient submergées par le chagrin insupportable. La petite ville de Maplebrook était en deuil et le destin tragique de cette jeune femme prometteuse pesait lourdement sur le cœur de tous. À l'aube, dans la chambre plongée dans la pénombre de Lisa, son téléphone vibra sur la table de chevet. Le bruit doux, d'habitude si banal, ressemblait ce jour-là à une alarme tonitruante, ébranlant chaque recoin de son esprit endeuillé. Hésitante, elle tendit une main tremblante vers le téléphone, le saisissant comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Sally a partagé une nouvelle photo, clignotée sur l'écran. Lisa fronça les sourcils, les yeux bouffis par les larmes de la veille. Était-ce une mauvaise blague? Avait-elle imaginé cette notification dans son état de demi-conscience? Mais en cliquant sur les notifications, une image familière s'afficha. C'était Sally, les cheveux balayés par le vent, les yeux brillants de joie, souriant à la caméra. Elle était dans sa voiture, le paysage en mouvement flou à l'arrière, la légende écrite de sa main insignifiante disait « Sur la route, la vie est belle ».
Le cœur de Lisa rata un battement. Les vêtements que portait Sally sur cette photo étaient les mêmes que ceux qu'elle portait lors de l'accident. La même écharpe bleue, le même pull en tricot. Comment était-ce possible? Lisa éclata en sanglots, la douleur de la perte s'accentuant à la vue de cette image. Les souvenirs déferlaient sur elle, remémorant les nombreux moments où Sally avait planifié des publications sur les réseaux sociaux pour surprendre leurs amis. C'était une de ses manies, de toujours vouloir garder une trace de ses aventures, même si cela signifiait les partager plus tard. Le contraste entre la vivacité de Sally sur la photo et la cruelle réalité était insupportable. Chaque détail de la photo, chaque éclat dans ses yeux, chaque mèche de cheveux lui rappelait à quel point Sally aimait la vie. Et voilà que cette même vie lui avait été arrachée si brusquement. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Lisa. Tom. Le cœur déchiré, elle imagina le choc qu'il avait dû ressentir en voyant cette image. Sally et Tom étaient inséparables et leur amour était une évidence pour tous ceux qui les connaissaient. Si Lisa était aussi bouleversée, qu'en serait-il de Tom? Un peu plus tard dans la matinée, elle décida d'appeler Tom. Elle prit son téléphone, hésita un instant, la gorge nouée, puis pressa le bouton d'appel. Tom, c'est Lisa. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Il y eut un silence avant que la voix brisée de Tom ne répondit. J'ai vu le poste de Sally. C'est comme un coup de poignard en plein cœur. Lisa sentit ses larmes couler à nouveau. Les mots étaient superflus. Ils partageaient tous deux une douleur qui dépassait l'entendement. Alors qu'ils étaient encore en ligne, une autre notification apparut sur l'écran de Sally. Cette fois, c'était un tag. Sally avait identifié Tom dans une nouvelle publication. Lisa ouvrit la notification et ce qu'elle y vit lui glaça le sang. Une photo de Sally et Tom attablés dans leur restaurant préféré, les lumières douces du lieu illuminant leurs visages radieux. La légende était claire et poignante. That night, avec un cœur. Tom, tu me manques. Il y eut un grand moment de silence. Lisa imagina Tom parcourant son fil d'actualité, son cœur battant à tout rompre comme le sien, puis elle entendit un gémissement venant du téléphone. C'est comme si elle était toujours vivante, murmura Tom. Sa voix tremblante trahissait une peine que Lisa n'avait jamais entendue auparavant. Lisa, la raison, essayant de reprendre le dessus, tenta de rassurer Tom. Écoute, on est tous les deux bouleversés. On a perdu Sally il y a à peine 24 heures. C'est sûrement un bug ou une série de postes que Sally avait planifié. Elle avait l'habitude de faire ça. Coucou Véro. Elle avait l'habitude de faire ça. Tom prit une profonde inspiration. Je sais, mais elle me manque tellement. Comme si elle était toujours là. Je peux sentir sa présence. Ça a été Véro au travail? Lisa raccrocha, les larmes aux yeux. La perte de Sally laissait un vide immense dans son cœur, une plaie béante que le temps aurait du mal à cicatriser. Elle pensait à tous ceux qui souffraient noyés dans un océan de tristesse, mais c'était pour Tom, l'amour de la vie de Sally, que son cœur se brisait le plus. Au fur et à mesure que les jours passaient, la page de Sally semblait s'animer d'une vie propre. Les publications apparaissaient à toute heure, des images du passé, mais aussi des moments que personne ne semblait reconnaître.
Chaque jour, le fil d'actualité de Lisa était inondé de notifications. Sally était omniprésente de façon presque oppressante. Des photos d'elle qui marchait dans le parc, des statues évoquant des sentiments nostalgiques, des vidéos qui semblaient flirter avec l'irréalité. Dans l'une d'elles, Sally était à une fête, riant avec des amis que personne ne connaissait. Dans une autre, elle jouait à la guitare, chantant une douce mélodie. Ces fragments de vie semblaient à la fois si proches et pourtant si inaccessibles. Mais la vidéo qui a le plus bouleversé Lisa était apparue une semaine après l'accident. L'aperçu montrait Sally assise sur le bord de son lit, ses yeux profonds fixant l'objectif de la caméra. La légende était simple mais énigmative. Ne suis-je pas jolie? Point d'interrogation. Ah bien, tant mieux à Véro, et ça, c'est une bonne pensée. En cliquant sur la vidéo, Lisa fut confrontée à une image étrangement familière. C'était la chambre de Sally, exactement comme Lisa s'en souvenait. Des posters au mur, le tapis violet, le désordre organisé. Sally, le visage angélique, était maquillée exactement comme le jour de son décès. Son mascara avait légèrement coulé, donnant à ses yeux une intensité troublante. Elle parlait à la caméra, sa voix douce s'élevant dans le silence de la pièce. Vous savez, la vie est étrange. Un jour tout semble parfait, le lendemain tout peut s'écrouler. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on laisse derrière soi. Elle fit une pause, son regard perdant un peu de son éclat. Je vous vois, je vois chacun d'entre vous, et je veux que vous sachiez que je suis toujours là, toujours. La vidéo s'arrêta soudain, laissant Lisa dans un état de choc profond. Les mots de Sally résonnaient dans sa tête. Elle se sentait à la fois réconfortée, mais aussi terrifiée, prise entre le désir de croire à une vie après la mort et la peur de l'inexplicable. Alors que Lisa tentait de rassembler ses pensées, une autre notification apparut. C'était un message privé. Ce message privé était de Sally. Le cœur battant, Lisa ouvrit le message. Il disait simplement « Ne m'oublie pas ». Les rumeurs concernant le compte de Sally se répandirent rapidement parmi ses amis et connaissances. Beaucoup pensaient que c'était l'œuvre d'un pirate ou d'un imposteur avec un sens de l'humour tordu. C'était la seule explication logique après tout. Mais les messages personnels, les souvenirs intimes et les détails que seules quelques personnes proches de Sally pouvaient connaître rendaient cette théorie difficile à accepter pleinement. La mère de Sally, une femme d'une dignité inébranlable, décida qu'il était temps de mettre fin à cette macabre mise en scène. Elle contacta le support de la plateforme, expliquant la situation tragique et demandant l'accès au compte de sa fille pour le fermer définitivement. Mais sa demande fut rencontrée par une réponse glaciale et automatique. Nous sommes sincèrement désolés pour votre perte. Toutefois, compte tenu de l'activité récente observée par le compte de Sally, nous ne sommes pas en mesure de le clôturer pour le moment. La mère de Sally, assise dans le salon, examinait attentivement le dernier message posté sur le compte de sa fille. Qui pouvait être responsable de cela? Une idée sinistre et inquiétante commença à prendre forme dans son esprit. Et si le compte de Sally avait été piraté? Et si quelqu'un avait une cruauté perverse, jouait avec les émotions en envoyant des messages et des posts morbides?
Peut-être qu'un individu malsain se délectait de cette douleur. Une colère intense teintée d'indignation monta en elle. Elle ne laisserait personne profaner la mémoire de sa fille en la transformant en un jeu malsain. Déterminée, elle contacta la police, espérant que leurs moyens pourraient mettre fin à cette tourmente et élucider ce mystère. Mais avant que la police ne puisse commencer son enquête, une nouvelle publication apparut sur le compte de Sally. C'était une photo d'elle, jeune, tenant sa mère par la main. Les deux rayonnaient de bonheur et la légende disait « Je t'aime maman, ne t'inquiète pas, je suis en paix ». La photographie empreinte d'une pureté et d'une innocence palpable offrait un contraste saisissant avec le cauchemar auquel il faisait face. La mère de Sally, portant un lourd fardeau de chagrin, était tiraillée par le poignant dilemme. Devait-elle se contenter d'accueillir cette présence numérique constante de sa fille ou continuer inlassablement à chercher des réponses à cette énigme déconcertante? Après une profonde réflexion, elle trancha et l'enquête fut mise en suspens. Une lueur bleutée de l'écran éclairait la chambre de Lisa. Plongée dans l'obscurité, les notifications de Sally étaient devenues si fréquentes que Lisa avait dû mettre son téléphone en mode « ne pas déranger ». Elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'une mauvaise blague ou d'une anomalie inexplicable. Mais la peur et l'incertitude persistaient. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée, les yeux fixés au plafond, essayant de trouver le sommeil, son téléphone se mit à sonner. Le nom Sally clignotait sur l'écran. Le cœur de Lisa s'arrêta, ses mains étaient moites. Une partie d'elle voulait ignorer l'appel et éteindre son téléphone et fuir cette réalité. Mais une autre, poussée par la curiosité et un espoir inexplicable, la poussait à répondre. Elle glissa le doigt sur l'écran, acceptant l'appel. Il y eut d'abord un silence pesant, puis la voix mélancolique de Sally s'éleva doucement. « Lisa, pourquoi personne ne me répond? Pourquoi je me sens si abandonnée ?» Sa voix semblait éthérée, mais elle venait d'un autre monde, portée par une brise légère. Lisa, la respiration saccadée et la voix tremblante, chercha ses mots. « Sally, est-ce vraiment toi? Comment cela peut-il être réel ?» Ignorant la question de Lisa, Sally poursuit. « Je suis perdue. J'essaie désespérant de me faire entendre. Mais c'est comme si j'étais devenue invisible pour tous. » Les larmes de Lisa montèrent aux yeux. « Sally, tu nous as quittés. Tu es décédée dans cet accident. » « Lisa, tu m'entends bien, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que personne n'interagit avec moi? Je me sens piégée, si isolée. J'aimerais tellement que quelqu'un soit là avec moi. » La connexion commença à faiblir, la voix de Sally se brouillant et se fragmentant. Lisa, dans un appel de désespoir, cria « Sally, dis-moi comment t'aider. » Mais avant qu'elle ne puisse obtenir une réponse, l'appel se termina, laissant Lisa seule dans l'obscurité. Elle réalisa que Sally était peut-être prisonnière d'une sorte de limbe numérique et qu'elle était peut-être la seule à pouvoir l'aider à trouver la paix. Tom n'avait pas été le même depuis l'accident. Chaque jour, il était hanté par le souvenir de Sally et voyait son visage dans le miroir, sentait sa présence à côté de lui la nuit, et à chaque rêve se transformait en un cauchemar et il revivait la tragédie encore et encore.
Le monde réel et le monde des souvenirs commencèrent à se mêler en créant un labyrinthe de réalité et d'illusions. Des murmures lointains, des mouvements dans sa vision périphérique, Tom était convaincu qu'à travers ses postes réguliers, Sally essayait de lui dire quelque chose. Peut-être qu'elle le suppliait de l'aider. Alors qu'il était couché dans son lit, essayant de trouver le sommeil malgré l'angoisse qui le rongeait, son téléphone émit une légère vibration. En l'attrapant, l'écran affichait un message de Sally. « Quand comptes-tu me rejoindre ?» Le message était accompagné d'un émoticône triste. « Sally, pourquoi me tourmentes-tu ainsi ?» Un autre message apparut presque instantanément. « Pourquoi m'avoir laissé partir seule ?» Le désespoir submergea Tom, mais il comprit quelque chose d'essentiel. C'était son propre deuil inachevé, sa culpabilité infondée qui liait peut-être Sally à ce monde. Peut-être qu'elle trouve la paix, pour qu'elle trouve la paix, il devait lui-même se libérer de cette détresse qui l'étouffait. Avec détermination, il se leva et décidait à trouver un moyen de mettre fin à ce cycle de douleur. L'intérieur de la maison de Sally était empreint d'un calme mélancolique. Chaque objet portait un souvenir et l'absence de Sally était d'autant plus palpable. Lisa s'était rendue chez Sally non seulement pour chercher des réponses, mais aussi pour tenter d'apaiser sa propre angoisse croissante. La mère de Sally, une femme douce aux traits marqués par le chagrin, avait conduit Lisa à la chambre de sa fille. « Si tu trouves quoi que ce soit, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. » Lisa avait acquiescé bien évidemment. Puis, une fois seule, elle avait ouvert l'ordinateur de Sally. Elle fut surprise de voir que celui-ci était déjà allumé, et plus encore pour la mosaïque de photos et de souvenirs qui recouvrait le bureau virtuel. Chaque icône semblait avoir été choisie avec soin pour représenter un moment précis de sa vie. Lisa découvrit avec étonnement que, avant de disparaître, Sally avait mis en place une intelligence artificielle pour la remplacer sur les réseaux sociaux. Elle avait même installé un logiciel qui reproduisait sa voix et avait créé un avatar numérique d'elle-même. Cela lui permettait de passer des appels, de publier des vidéos, des photos d'elle, comme si elle était toujours là, même après sa mort. Et oui, ça peut vraiment arriver en plus. Tremblante, Lisa cliqua sur le dossier « Mon journal » et le parcourut. Chaque page reflétait des émotions, des rêves, des peurs. Puis elle tomba sur une date particulière et elle commença la lecture. « Si je devais disparaître, je veux que mon identité numérique perdure afin qu'on ne m'oublie pas. » L'impact de ces mots était intense, elle chercha plus d'explications et trouvait que Sally redoutait l'oubli et désirait ardemment laisser une marque, même posthume. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture, une lourdeur envahissait Lisa. Le journal se concluait par une confession glaciale. « La vie m'est insupportable, mais je désire être éternelle, éternellement présente dans les mémoires. » La révélation était brutale. Sally n'avait juste pas envisagé sa fin. Elle avait orchestré tout ce scénario digital pour s'assurer une présence perpétuelle. Une vague d'émotions submergea Lisa en comprenant la détresse masquée par les sourires de Sally, son besoin que le monde continue de la reconnaître. Lisa réalisa également que l'IA avait un dessein pour Tom,
qu'il rejoigne Sally. Elle hésitait à partager cette trouvaille avec lui. Comment lui infliger à nouveau cette douleur? Les pensées de Lisa étaient en ébullition. Elle savait que la meilleure chose à faire était de mettre fin à ce simulacre numérique, aussi douloureux que cela puisse être. Chaque notification, chaque message, chaque post n'était qu'un rappel de la tragédie, prolongeant la douleur au lieu de permettre à tous de faire son deuil. Oui, c'est ça, ma Lulu. Lisa exposa à la mère de Sally tout ce qu'elle avait découvert sur l'ordinateur. Comprenant la gravité de la situation, la mère de Sally fit intervenir un spécialiste cybersécurité, espérant qu'il pourrait neutraliser ce programme invasif. Excusez-moi, j'ai mal aux yeux, donc je commence à avoir du mal dans la lecture. Il se tourna vers la mère de Sally, lui montrant l'option de désinstallation. Une fenêtre s'afficha. Confirmez-vous la suppression. Toutes les données sont irréversiblement perdues. Il la regarda, cherchant son consentement. Elle hésita, le regard embrumé de larmes, les souvenirs de Sally l'envahissant. Puis d'une main décidée, elle approuva la désinstallation. L'avatar de Sally clignota, donnant l'impression d'un dernier regard avant de s'évanouir. Lisa et la mère de Sally restèrent silencieuses, absorbées dans leurs pensées. Une lourdeur s'était évaporée, laissant place à une mélancolie apaisée. Durant le reste de la journée, le silence persista. Le téléphone de Lisa ne vibra pas une seule fois. Plus aucune trace de Sally dans le monde digital. Malgré la tristesse, Lisa sentait qu'ils étaient en train de chérir les souvenirs réels de Sally plutôt que de s'accrocher à une représentation artificielle. On boit un coup. La sérénité de cette fin de journée était voilée par une anxiété grandissante. Lisa n'avait reçu aucune nouvelle de Tom. Dans le tumulte des événements, elle n'avait pas encore eu l'opportunité de le contacter. Décidant finalement de l'appeler, ses tentatives restant vaines, l'inquiétude en elle s'amplifiait, lui laissant une étrange appréhension. Résolue à dissiper cette incertitude, elle se dirigea vers chez lui, espérant y déceler une explication à l'angoisse qui l'envahissait. La porte de l'appartement de Tom était entr'ouverte. Lisa poussa doucement la porte avec une certaine hésitation et entra. Une lumière tamisée provenait du salon et le silence était presque oppressant. Au milieu de la pièce, Tom gisait immobile sur le sol, le visage blême éclairé de la lueur vacillante de son téléphone portable. Lisa s'agenouilla précipitamment à ses côtés. Sur l'écran du téléphone de Tom, un dernier message de Sally brillait dans la ténèbre. Nous sommes enfin réunis. La douleur et la confusion se mêlaient dans l'esprit de Lisa. Comment tout cela avait pu-t-il arriver? Elle pensa à Sally et à cette empreinte numérique qu'elle avait créée pour ne pas être oubliée. Mais la frontière entre le souvenir et l'obsession s'était révélée dangereusement floue. Sally, dans sa quête d'immortalité virtuelle, avait créé un monde dans lequel Tom, accablé par le chagrin et la culpabilité, s'était perdu. La technologie qui devait être un pont entre le vivant et les souvenirs était devenue un précipice sur lequel Tom s'était jeté. La technologie peut combler les distances et conserver des souvenirs, mais elle ne peut pas remplacer le véritable processus de deuil. Sally voulait être éternelle dans les esprits de ses proches, mais à quel prix? Le monde virtuel ne peut pas remplacer les complicités
et les nuances du monde réel. Et parfois, il faut laisser partir ceux que nous aimons pour qu'ils puissent trouver la paix et pour que nous puissions continuer à vivre. Voilà. Une histoire remplie aussi de réalité parce que ça pourrait aussi arriver dans la vraie vie. D'où l'importance de savoir que l'IA reste une IA et qu'on doit accepter que chaque être humain est un être humain et que ne peut pas être remplacé par une IA. Et c'est un très joli message parce que ça peut montrer que justement une IA peut vous pousser à faire l'irréparable. Les joies du virtuel, oui c'est ça. Elle voulait rester immortelle. Tout à fait Bastien. Très émouvante cette histoire. Il y a déjà des sites comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a déjà des sites comme ça et c'est pour ça justement qu'il faut faire attention. Voilà. C'est très bien d'être vivant dans le cœur de chacun. Mais il faut quand même être vachement égoïste pour créer ça de soi-même, pour faire en sorte de rester vivant auprès des siens. Parce qu'une fois qu'une IA prend le contrôle, ce n'est plus pareil. Faire la part des choses avec un esprit critique. L'esprit critique, ça se développe, c'est ça.